Let's go! Bonsoir et bienvenue dans Pardon GPT, l'émission qui... non, ça serait cool si on avait un truc après. C'est-à-dire? C'est genre l'émission qui... c'est un jingle, quoi. Qui réveille tes voisins, genre. Qui endort tes voisins. Qui endort tes voisins. T'as dit bonsoir, pas bonjour, alors? Ouais. Toi, tu dis bonsoir souvent. Bonsoir et bonjour. Parce que bonsoir et bonjour dans Pardon GPT. Non, mais je me dis, il y a peut-être on peut dire bon matin, mais ça traite un peu du zèle, quoi. J'aime bien bon matin, moi. C'est vrai qu'on néglige le bon matin. Bonjour ou buongiorno. Ok, comme on dit en Italie. Perché l'italiano. Ok, nouveau perso. Ah, c'est vrai, non, c'était pas un nouveau perso, ça. Non, il est vieux. Ouais. Non, bienvenue dans Pardon GPT, un Pardon GPT un petit peu spécial. OMG. Et c'est vrai, petit spécial parce qu'il n'était pas prévu du tout. Ouais. C'est un enregistrement sauvage qui se passe même pas dans le studio qu'on a créé chez Pierre Lapin. Ouais. Sans U, on embrasse, qui est en train de faire une partouze déconnexion à la campagne. Le producteur, tu l'as dit déjà? Bah, on lui a dit ensemble tout à l'heure. J'étais là? Oui. Ah ouais, ça va pas fort, moi. Ça va pas fort. Oui, qui est dans un week-end déconnexion, réseaux sociaux, enfin tout ce qui est déconnecté. Sur la semaine, je crois, où on a le plus eu de trucs où on avait besoin de lui. Potentiellement, ouais. Oui, effectivement, il y a un rendez-vous, on sait pas trop encore, on a besoin de lui, mais voilà, ça va se faire. Surtout, c'est pour gagner un maximum d'argent, donc c'est pas du tout important. C'est vrai. L'inverse, bien sûr. Ça, donc un peu spécial, j'étais en train de faire mes courses à Chain Market à Belleville. Ok. Voilà, je voulais pas spoiler le sponsor de l'émission. Ok, merde, ok, putain, j'étais pas au courant, ok, très bien. J'ai acheté mon petit tofu. Ouais. Quand m'appelle un ami de longue date, Charles, OMG. un gars que j'ai rencontré, qui est là, hein, tu peux parler. Oui, salut. Que j'ai rencontré en voyage en Mongolie, il y a bien longtemps, et avec qui on a un peu voyagé ensemble, et chez qui je suis resté longtemps d'ailleurs, tu m'as hébergé longtemps à Pékin ensuite. Et après on s'est recroisés sporadiquement tout le long de notre vie. Là ça faisait longtemps qu'on s'était pas croisés. Et il m'a appelé pour... J'ai compris quand même que c'était le sous-entendu et qu'il avait nulle part où dormir. Non, pas du tout. Non. Ça prenait des nouvelles, mais on sentait quand même qu'il y avait un canapé qui avait l'air un petit peu trop ferme à son goût chez ses autres frérots. Non, pas du tout. Je suis pas comme ça. C'est vrai, c'est pas du tout. Mais on peut. Du coup, j'ai laissé l'appart là pendant 3 jours. Ok. On enregistre un peu chez toi aussi maintenant. Ouais, voilà, avec mon chat d'ailleurs, avec mes chaussures. Ah ouais, c'est un sniffer lui aussi. Mais il adore ses chaussures noires. Ah ouais, non, là il est dans une position de pure ouais. extase. Là. Ah, la vache. Il a la tête enfoncée dedans, il respire un peu rapidement. Comme Zu actuellement. Sauf qu'il a sa tête dans un cul certainement et pas dans une chaussure. Un cul déconnecté. Mais ouais, parce qu'il faut savoir, Charles, que le passage en Mongolie de Rémi est assez culte dans l'émission, car c'est un des trucs où c'est le plus commenté, c'est apparemment une fois Rémi a chié dans les steppes. Donc du coup, votre rencontre c'était avant ou après? Je pense que c'était après, ouais. Oui, parce qu'on s'est rencontrés dans un bar et on est rentrés directement en Chine après ensemble. On s'est pas oui, quittés. C'était direct après. Mm. Et moi, je me souviens de ta rencontre, c'était dans un bar en Mongolie, à Ulaanbaatar, et je me souviens être au comptoir. Et je commande une bière, un truc comme ça, et la porte s'ouvre, et il faisait méga froid et tout, et dans ma tête, c'est vraiment genre... Western. Et lui, il est rentré, mais vraiment en mode western, parce que tu sais, t'avais tes grands... il portait des vestes méga longues. Ok. Tu sais, un peu le rebelle. Et il est rentré avec une chapka, et le long truc est blanc, quoi, du coup, tu sais, ça se remarque tout de suite, quoi. Et il rentre, et tu viens parler, après commander, et t'as un accent anglais... très français. Et j'entends ça direct et je le vois, je suis frérot, tu viens d'où et tout, il était de Toulouse aussi. Oh, ah ouais, ok. Et dans ma tête, je t'ai dit, on dirait Saint-Exupéry. On aurait dit que t'avais vraiment garé ton avion pas loin et que t'étais là, genre, excusez-moi les gars, est-ce que je peux avoir une bière et est-ce que vous avez une clé à molette de l'huile que vous pouvez me et un moteur de V8 s'il vous plaît. Et là-bas en plus les moutons ils font pas que les dessiner, ils les égorgent à ciel ouvert. J'avais une chapka noire et le manteau en fourrure de ma grand-mère. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Noir aussi. Il y avait les bottes style, noires. Quoi. Ah ouais, t'avais des bottes aussi. Ouais, j'étais tout en noir pendant tout ce voyage. Donc il y avait un côté un peu mystérieux. Et ensuite, on a décidé, parce que toi, t'habitais en Chine à ce moment-là, et moi j'y allais, on a fait le voyage ensemble, et c'est un voyage où on s'est dit que on allait potentiellement perdre l'usage de nos pieds. Ouais. Ah merde. Ouais, c'était un peu... à cause du froid. Mais je crois que la Mongolie, c'est un des seuls pays où j'ai vraiment senti que je passais très près de la mort. Ok. Ouais, à cause du froid. J'avais dormi dans une yourte dans le sud, dans le désert de Gobi. C'était un Américain qui était dans ce village et je me souviens qu'il m'avait hébergé. Il faisait très chaud dans sa yourte et il m'avait dit ça va, t'es assez chaud là, t'es bien couvert pour la nuit. Il y avait le feu, tu vois,
qui était bien actif dans la yourte. J'ai dit oui, largement, j'avais même trop chaud, quoi. Mais le type m'a pas dit qu'en plein milieu de la nuit, le feu allait s'éteindre. Aïe, tu vois. aïe, aïe. Sur les coups de 5 heures avant que le soleil se lève, je me souviendrai toujours de cette sensation. J'ai ouvert les yeux et j'étais aux portes de la mort. J'aurais pu, si je ne m'étais pas réveillé, mourir dans mon sommeil. Et le mec aurait invité un Français pour une nuit, se serait retrouvé avec un macabé, tu vois, dans sa yourte au réveil. Et honnêtement, j'ai ouvert les yeux et j'ai eu une panique à me demander comment j'allais réchauffer mon corps, parce que je n'avais aucun moyen de réchauffer mon corps. Les couvertures, rien n'y suffisait. J'étais amplement couvert, mais le froid sec de la Mongolie était tellement perçant que je suis sorti dans la nuit et j'ai couru en cercle pour réchauffer mon corps, en espérant et en priant pour que le soleil se lève et vienne me réchauffer. Et c'est dans ces moments-là que tu vois à quel point le soleil a été vénéré pendant des millénaires comme vraiment un dieu sur lequel on n'est rien. Je sais pas si tu te souviens de ça, parce que du coup on est parti, on part de la Mongolie. Je me rappelle, t'étais allé acheter des tonnes de cachemire. Je me souviens de ça, et tu t'étais fait tout voler dans le train. Ah tu te souviens de ça? Ah non, j'ai oublié. Il s'était fait tout voler. Ah oui, si, t'as raison, ouais. Si. Et du coup, on arrive à la frontière Chine-Mongolie, je pense que c'était à peu près là, et les trains passaient plus. Je sais plus pour X raisons, il y avait eu des tempêtes ou je sais pas quoi. Et on nous dit, ok, il faut prendre une Jeep pour traverser la frontière. On prend une Jeep, on loue un gars qui nous amène, et vraiment dans la Jeep, c'était là où on se disait non mais on va pas y arriver, quoi, parce que tu sais, les Jeeps c'est ouvert de partout. Il faisait je crois moins 30, un truc comme ça, quoi. D'accord. Et on avait vraiment les chaussures qui commençaient à geler. Non mais il faut dire qu'il y a eu des heures d'attente. La Jeep était coincée et on a dû attendre éternellement, assis dans la Jeep, et c'était horrible, quoi. Et du coup on arrive à traverser et tout. On prend un autre train en Chine qui se refait arrêter par une tempête de neige. Et nous, on comprenait pas trop ce qui se passait, mais bon, on s'arrête dans une ville, et c'était une ville fantôme. C'était une ville où il y avait rien. Genre, c'était une ville qui avait été abandonnée. Donc c'est comme dans les films post-apocalyptiques, toute la ville était vide, sauf le truc autour de la gare qui était un petit peu animé. Frostpunk. Ouais, c'était exactement ça, Frostpunk, ouais. Je me pensais à ça parce que quand tu disais le soleil est un dieu, là, je me souviens que les Mongols, ils parlaient tout le temps du ciel est un dieu, et c'est un truc que tu comprends vraiment quand t'es là-bas, tu sais, quand tu vois vraiment juste l'horizon et le ciel qui est posé dessus, t'as pas trop le choix, comme divinité, que de choisir ce que tu vois, quoi. Et là, effectivement, le ciel, c'est le king, quoi. Et je pense à ça parce que dans cette ville fantôme, là, le matin, on est allé se balader dans la rue, et il y avait beaucoup de Mongols qui retournaient les moutons, et ils racontaient, je me rappelle cette légende, qu'un Mongol un jour, il s'était moqué du ciel. Tangir, je me rappelle, c'était ça, je crois. Et il s'était moqué du ciel, et le ciel, pour se venger, il avait dit ok, puisque tu te fous de ma gueule, ben je vais te transformer en mouton, parce que les moutons peuvent pas lever la tête. Du coup, les moutons peuvent plus jamais voir le ciel. Et il était là, bah écoute, je te punis. Et du coup, les Mongols, en honneur de ce mec-là, parce qu'on sait pas lequel c'est, ils retournent toujours les moutons avant de les tuer, pour qu'une dernière fois, ils voient le ciel. Okay. Encore que ce soit le mec qui... je pensais à ça. Et est-ce que tu te souviens du couple qu'on avait croisé à Ulaanbaatar, une scène de ménage dans la rue? Ah non. C'est marrant comment la mémoire est très sélective, évidemment. J'espère que je me suis pas battu avec... Non, mais c'était une histoire qui m'a, moi, profondément marqué. On retient quoi de nos vies? 1%. Enfin, le reste, ça disparaît dans les limbes comme un rêve. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai de cette année passées en Chine et même de la Mongolie. Enfin, il y a des moments comme ça. De Mongolie, il y a la rencontre avec toi, mais il y a ce couple, souviens-toi. Il y avait un type qui... je suis en train de l'oublier. Merde! Ça, c'est pendant les limbes. Dans les 1%. Non, il y avait un type qui était extrêmement violent sur sa femme, qui hurlait, il hurlait, enfin, c'était une espèce de scène de ménage où on était à deux doigts de s'interposer pour demander à la femme si tout allait bien, parce que le type était très violent, et les Mongols sont bien chauds, quoi. Et je me souviens qu'on avait été vraiment choqués par la scène, un peu inquiétés, vraiment, à se demander s'il n'y avait pas une personne en danger. On était passé, on n'avait rien fait, mais bon, parce que c'était une scène aussi entre deux personnes qui se connaissent, bon, on n'en sait rien, c'était que des cris, je me souviens. Et on est repassé quelques minutes après, et là, c'était l'inverse, tout était inversé. Le type était à genoux, en larmes, au pied de sa meuf, et elle le toisait de haut, et il était vaincu, quoi. Il était ruiné, le mec. Et je me souviens, je sais pas ce qui s'était passé, ils parlaient en mongol, en plus, on pouvait pas comprendre leur histoire. Et au final, le perdant était clairement le mec, quoi. Et je me souviens que ça m'avait marqué, parce qu'il était prostré à ses pieds,
sur ses genoux et elle avait vraiment le regard de la grande gagnante, quoi. Et ça, c'est en combien de temps du coup? Moi, c'était court. Hein. Ah, c'était court, c'était 2-3 semaines. Un truc. Ouais. Moi, je suis resté un mois pas en l'engueulade. Mongolie. Non, l'engueulade, non, pardon. c'était dans la Je soirée. parle juste de l'engueulade. Ouais, parce que je me dis, voilà, j'ai envie de. Ils se battaient, projeter. hein, les Mongols. Moi, je me souviens, Ouais. moi, j'étais en couchsurfing chez une meuf qui nous avait amené en boîte, je me souviens. Moi, j'aimais pas trop ça, donc enfin, j'étais allé un peu à contre-cœur et puis ils boivent beaucoup et tout. Et les bastons qu'il y avait, mais ils sautaient tout sur la gueule, je me souviens. J'étais genre, ah ouais, ça finit vénère, quoi. T'es vraiment encore une fois de plus dans un western, quoi. Ouais, il y avait un peu de ça. Mais il y avait des Saloon. trucs super cool, genre quand tu marches sur le pied de quelqu'un, il fallait lui serrer la main après. C'était vraiment, c'était super, tu vois, il fallait absolument le faire. Et c'était trop marrant parce que dans le bus, ils avaient un côté vachement rustre. Ouais. Où, et ça, j'aimais un peu en fait, c'est que par exemple, si t'étais dans le passage, ils te prenaient par les épaules. Et ils te poussaient Ok. dans ce qu'ils pensaient eux être la meilleure position que pour toi. Espèce de Pour que bienveillance. eux puissent passer, c'était une espèce de bienveillance un peu violente. Et du coup, ça faisait que parfois, bah, tu mettais les pieds sur des gens et tout. Et dès que tu mettais les pieds, ils se retournaient vers toi et ils tendaient la main. Et les premières fois, c'était un peu étrange. Genre, bonjour. Et, J'aimais ouais. bien ça. Et dans le désert de Gobi, là où j'avais dormi, Failli mourir. Un peu. t'as pas vraiment d'espace privé en fait. Ils sont Ouais. chez toi, chez eux, et chez eux, c'est chez toi. Donc bon, si tu vas chez eux, ils te disent fais comme chez toi. Mais quand t'es chez toi, ils font comme chez eux. Ouais. Et je me souviens que le type, les gens rentraient, tu vois, dans ma yourte, salut. Enfin, genre, tu peux pas, tu vois, leur dire Un moulin, quoi. ouais. Annoncer votre venue ou non, ils rentrent direct, En quoi. plus, tu peux pas toquer sur les trucs qui sont un peu. Ah, j'ai pas entendu. J'entends rien du tout. Et j'ai vécu une histoire justement dans le désert de Gobi, une histoire qui s'est apparentée pour moi à un rêve, parce que dans ma vie, les expériences pour moi les plus tangibles sont souvent des rêves que j'ai eus. Ok. J'ai eu des rêves qui ont été plus réels que ce que je vis en vrai. Et inversement, les expériences vécues en vrai que je mémorise le mieux sont des expériences qui s'apparentent à des rêves, Ok. comme des hallucinations où tout semble s'organiser de façon symbolique. C'est vraiment ce que je garde dans ma mémoire, généralement, Ouais. de toutes mes expériences vécues. Et en Mongolie, je me souviens, j'avais voulu, en allant dans le désert de Gobi, qu'on me recommande un endroit pour voir Ouais. sacré, quoi. On m'avait dit, bon, il faut que tu ailles voir telle montagne sacrée. J'ai oublié le nom. Je savais que c'était à 24 heures de bus et qu'en arrivant là-bas, j'allais voir un endroit sacré. Bon, je m'en étais fait une montagne, comme on dit même. J'attendais beaucoup, tu vois, de cette visite. Et la veille, j'étais dans un village et je m'ennuyais parce qu'il me tardait vite le lendemain d'aller avec ce guide visiter cette montagne que je fantasmais complètement. Et le village, ce jour-là, était désert. Il y avait un square, un centre-ville, quoi, désert. Je savais pas où étaient les habitants. Il y avait très peu de gens. Et au centre de ce village, je vois rentrer sur une place une meute de chiens sauvages, noirs, et c'était des chiens de Mongolie. Ok. On dirait des ours, quoi. Ils sont terribles. Et je peux te dire que c'était parmi les animaux les plus impressionnants et les plus inquiétants qui m'étaient été donnés de voir. C'est comme si on avait ouvert les cages d'un zoo. Ouais. Tu vois que tu avais d'un coup des lions, quoi, noirs, qui rentrent dans l'arène, comme ça. Tout de suite, j'identifie le chef, tu vois, qui est un borgne. Et de son œil crevé noir, il avait un jus blanc qui dégoulinait. Il avait l'écume aux babines. Et en même temps, il avait une sorte de majesté qui m'a tout de suite, tu vois, attiré. Et derrière lui, il avait son clan. Il y avait 2-3 gardes, tu vois. Il avait sa garde rapprochée. Et il avait un chiot qui jouait dans ses pattes. En dehors de ce cercle, en dehors de cette meute de chiens, il y en avait un qui était beaucoup trop éloigné pour faire partie de la meute. C'était l'exclu. C'était, comment il s'appelle, Scar dans Le Roi Lion, tu vois. Ouais, vois ce que l'oncle je veux dire vénère. un Non, peu. c'était l'oncle vénère, celui qui rôde, un peu comme Ouais. une hyène, tu vois. C'était clairement la même espèce, la même race de chien, mais c'était un peu l'exclu, quoi. Ouais, le renégat. C'était un peu le renégat. Et il avait vraiment une attitude qui inspirait pas confiance. J'avais mon appareil photo en plus et j'étais hyper attiré d'un coup par ces chiens, comme je suis souvent attiré par le danger. Enfin, tu Ouais. vois, je le suis pas aveuglément pour un rien, mais quand il se passe quelque chose comme ça, tu vois, ma raison me disait va-t'en, mais mon inconscient me disait va au devant, vas-y quoi, confronte-toi à eux comme tu te confronterais à ton ombre, tu vois, ou à tes peurs justement. Donc je les ai suivis. Ils sont partis vers le square. Le village était toujours désert. Je me revois un moment appuyé à un arbre et je me dis il faut que je le siffle pour que l'un d'entre eux vienne vers moi et que je puisse le toucher. Et j'espérais que ce soit le chef, quoi. Le plus terrible, tu vois. Je siffle et c'est le chiot qui se retourne et qui vient vers moi.
Alors je me sens un peu rassuré, je me dis c'est cool de commencer par le plus petit, quoi. Mais là, tout de suite, je vois la tête du borgne, tu vois, qui se retourne et qui me dévisage. Et je le vois s'avancer, tu vois, d'un pas chaloupé comme ça. Et je sens à la fois une terreur montant en moi, un truc qui me dit mais va-t'en, t'es complètement fou, t'as une meute de chiens sauvages qui sont tous en train de venir vers toi, le chef en tête, et toi t'es là sans bouger. Et je me dis ça y est, t'y es quoi. Et donc je tends le bras, il était déjà à quelques mètres, et je le vois courber l'échine comme ça, et en train de me dire c'est bon, je t'autorise, tu peux me toucher quoi. Et au moment de mettre la main sur sa tête, j'ai entendu un grognement, et jamais j'aurais imaginé que le danger viendrait de l'autre, de celui qui lui était exclu, quoi. Et là, je me suis tourné et dans mon dos, c'est lui qui était le vrai danger. Eux n'étaient pas le danger, eux c'était la communauté, tu vois, de chiens qui étaient en train de m'inviter à faire partie de la meute. C'est comme ça que je me le suis raconté après. Et l'autre m'a chargé droit vers moi. Et là, je me suis dit, t'es mort. Mais vraiment, je me suis dit, c'est foutu, ils vont se battre et je vais être leur os dans l'histoire. Au moment où le Scar, quoi, l'exclu était prêt à me bondir dessus, le chef s'est interposé et devant moi, là, à 1 mètre, dans une tornade de grognements, de salive et de poils, ils se sont battus, tu vois. Mais c'était vraiment comme 2 ours dressés. J'en garderai toute ma vie un souvenir. J'avais les cheveux dressés sur la tête tellement je me disais mais c'est pour moi qui se bat, mais c'est pour moi qui se bat. Le Pixar. Ah ouais, mais c'était un truc. C'est vraiment ça. Tu vois. Et alors, bon, j'ai quand même eu un peu de peine parce que je me suis dit, bon, calmez-vous, j'avais pas envie non plus, tu vois, enfin, voilà, j'avais pas envie d'être responsable de ce qui allait se passer. Je sais pas, c'était 2 animaux qui étaient en train de s'en foutre plein la gueule. Donc je suis sorti du square, j'ai passé la barrière pour retourner du côté des humains, on va dire, dans cette espèce de jardin comme ça, parce que le square était entre 2 rues, tu vois. Donc c'était un périmètre fermé, c'était un jardin dans lequel se passait cette histoire comme une parabole. Donc je retourne du côté de la route, donc du côté des humains, et il y avait à ma gauche une place avec certainement un bâtiment public, la mairie, un truc comme ça, mais il y avait toujours personne. Et je longe la barrière, je me dirige vers ce bâtiment. Le combat s'arrête et les chiens me suivent. Et je resiffle comme ça un peu innocemment pour voir si quelqu'un répond à l'appel. Puis rebelote quoi. Les chiens arrivent et le combat reprend. Et donc je me dis non, c'est bon, j'ai compris, laisse tomber. Je voulais le toucher en fait. Donc je siffle pour vraiment avoir le contact. J'avais l'impression que si je touchais pas le chien, l'occasion serait manquée de faire partie de la meute. Mais bon, je me dis c'est bon, laisse tomber. Et je pars vers la place du village. Et là, d'un coup, les humains sortent. Tous les humains qui avaient disparu étaient en fait rassemblés. Il devait y avoir un événement municipal. Et d'un coup, une foule de gens sort devant moi. Et je les vois tous me regarder avec un regard inquiet. Et je me vois fendre la foule. Et la foule s'ouvre sur mon passage. Mais de façon étrange. C'est-à-dire, au lieu de rentrer dans la foule et de me mêler aux gens, les gens me regardent avec un regard un peu inquiet, me dévisagent. Et la foule s'ouvre sur mon passage, je te jure, comme la mer et Moïse, tu vois, genre, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et là, ils me regardent hyper inquiet et je me retourne et en fait, j'avais toute la meute qui me suivait à 1 mètre, tu vois, comme des chiens domestiqués, quoi. Ils étaient là, enfin, il y avait pas le reclus, lui, il était toujours exclu, mais il y avait le chef et le chiot et tous les autres. Et je m'étais dit, bah ça y est, je fais partie de la bande, quoi, tu vois. Et genre, tous les humains fuyaient sur leur passage. Et je me souviens d'une femme qui m'a dit, quand elle a vu que j'étais avec les chiens, elle m'a dit, en anglais, elle a vu que j'étais à l'étranger, elle m'a dit, mais vous êtes fous. Personne ne les approche, ces chiens sont des tueurs. Voilà, il faut le savoir. Moi, après, j'ai fait attention. Il me l'aurait dit avant, je pense que j'aurais fait attention. Et t'as pris 0 photo ? Non, j'ai écrit, en fait, j'ai écrit mes textes. Des histoires comme ça, je les médite pendant des années. Et je ne sais pas écrire en prose, je suis pas écrivain, enfin je suis photographe, c'est mon mode d'expression. Mais une histoire comme ça, si je devais l'écrire, je la raconterais pas comme je l'ai fait entre vous. Raconter un rêve ou raconter une histoire comme ça en prose, ça m'intéresse pas. Et je pense pas que ça soit intéressant. En tout cas, ça m'intéresse pas de m'étaler comme ça. Par contre, tu vois, on s'est rencontrés aussi parce que t'écrivais des haïkus. Et quand t'as une histoire comme ça, tu vois, à force de la... Je ne sais pas cette partie de moi de poète. Ah ouais. Non, il écrivait des haïkus et on avait ça en commun. Et c'est vrai que quand j'ai quelque chose à écrire, je pense que la forme la plus sublime de l'écriture, c'est le haïku. Et donc, tu te dis, dans cette histoire, si je devais retenir l'essentiel, qu'est-ce que ce serait, quoi. Okay. Et donc, je l'ai tamisé. Mais elle est beaucoup trop ésotérique à la fin. J'aime bien la raconter comme ça,
à l'oral, mais dans le texte, Même à l'oral, elle ésotérique. reste un peu... elle est marrante, quoi. Il y a un côté mystique qui transpire de toute l'histoire, quand même. Ouais. C'est marrant, quand t'as commencé à raconter, je me suis souvenu direct. Je me vois le moment où tu me l'as raconté. Moi, c'était vraiment un moment dans la neige. On parlait d'haïku et tout ça. Parce que vraiment, c'était une grande période de ma vie. J'écrivais beaucoup d'haïku. J'en écris Est-ce que encore. peut-être on peut redéfinir c'est quoi un haïku pour les gens peut-être qui connaissent C'est pas? en trois... c'est trois... Comment on dit? Je me peux le... C'est pas... C'est les poèmes trois japonais, verses. ouais, en 3 Strophes. C'est Trois quoi le vers, mot en trois vers. En 3 vers. 5 syllabes, 7 syllabes et 5. Alors ça, j'ai jamais respecté. Au début, Moi, j'avais j'ai toujours essayé, respecté. mais après, non, j'ai arrêté parce que de toute manière, c'est traduit, c'est très frustrant de pas pouvoir Ah, mais les lire. traductions, elles sont jamais en 5, 7, Ben voilà, 5. mais c'est ça le truc. Donc, vu que c'est, il y a une rythmique, quoi, mais qui vaut pour le japonais. Donc, une fois que c'est traduit, c'est tellement vaut mieux. Voilà, j'essaye quand même d'écrire en étant synthétique et en pesant chaque mot parce qu'il y a une magie des mots quand tu. Après, il y a des règles aussi, bon, qui sont un peu très japonaises aussi, mais tu dois avoir un élément de saison sur chaque haïku. Ça doit toujours être dans une saison. Alors, tu peux soit dire le mot au printemps ou tu peux juste décrire des éléments qui font tout de suite penser à une saison. Fleur de cerisier par exemple. Ouais, c'est un exactement. classique ouais, carrément. Et il y a... tu dois pas utiliser jeu. Ok. Aussi, hein, il y a l'idée. Ouais, il faut trouver... En fait, c'est quand même trouver le moyen de faire un instantané le plus précis sans vraiment le décrire, quoi. Ok. J'en fais beaucoup sur PoopMap. Mm. Ok, Ouais, d'accord. il y en a Oui. quelques-uns sur PoopMap dont je suis pas peu fier. Ok. Un instantané précis et en même temps complètement universel. Il faut que ça Mm. soit, faut que ça appartienne à un temps donné et qu'en même temps il y ait cette dimension d'éternité quand tu le lis. Mais en fait, cette histoire avait vraiment compté pour moi parce que je lisais beaucoup Carl Gustav Jung, la psychologie analytique jungienne, et il y a quelque chose chez Jung qui est passionnant, c'est la confrontation avec l'ombre. Tu vois, pour le développement personnel de chacun, à un moment, il faut se confronter à ses peurs. Et c'est toujours en se confrontant à ses peurs qu'on se confronte à des choses refoulées en soi. Et c'est là où on tire le meilleur de soi, en fait. C'est quand on ose. Et en fait, c'est jamais un acte de la volonté, tu vois. Dans cette histoire, c'est pas moi qui ai décidé d'aller au-devant de ces chiens, mais tu le sens. T'es irresponsable si tu t'obliges à faire quelque chose que tu veux pas. Mais dans un cas comme celui-ci, il y a quelque chose de toi qui t'attire vers le danger, que symbolise la peur ou l'ombre. Généralement, quand tu fais face à une peur, la peur disparaît et ton ennemi peut devenir ton ami. Et ça peut être la même chose avec un humain d'ailleurs. Enfin, c'est même très souvent le cas. Un type qui peut t'agresser dans la rue, il va t'agresser d'autant plus que tu vas changer de trottoir et éviter le regard. Alors qu'on m'avait donné ce conseil aussi, si tu croises des mines patibulaires sur un trottoir, au lieu de changer de trottoir, tu vas droit vers eux, tu les regardes dans les yeux et tu leur demandes l'heure. Tu vois. Ouais, parce que du Et coup, tu vas les. tu crées un lien, tu vois, tu crées un contact et les types, ils vont te donner l'heure et ils vont te laisser partir. Enfin, tu vois. Ouais. Quelle heure il est, monsieur? Non, mais l'heure ou un renseignement, tu vois, genre. Bon, ce qui marche fatalement en tant que mec. Oui, c'est vrai. Ouais. Blanc. Ça tombe bien là, parce qu'avec Charles, je pense le truc qui m'a toujours enchanté, c'est qu'à chaque fois qu'on se voyait, on avait ce genre de conversation, souvent très longue en Chine. Souvent, moi, en Chine, en Mongolie, moi, j'enregistrais tous mes voyages, tu sais, en ok. format juste audio. Chose, je sais toujours pas quoi en faire, j'ai beaucoup d'heures de ça. J'ai eu plein d'idées sur quoi faire avec ça. J'ai 30 heures de rush, de voyage, de discussion, d'interview. Et il y a beaucoup de passages avec Charles. Du coup, je me suis dit, pour ce podcast, outre toutes les conversations qui découleront de spiritualité et tout ce qu'on veut, je me suis dit, ça serait intéressant de faire demander à ChatGPT les questions qu'il aimerait poser à Charles. Je t'ai décrit du mieux que je peux. Et je lui ai dit, ok, toi, en tant qu'intelligence artificielle, et je veux que ça vienne d'une intelligence artificielle, pose des questions dont tu peux émuler la curiosité, tu vois. Genre, je veux que toi, les choses qui te manquent, t'as envie de les apprendre de cette personne. Ok. Du coup, pose-lui des questions, tu vois. Et du coup, j'ai eu plusieurs questions, ça m'a pris pas mal de prompts d'arriver à des trucs qui, je pense, marchent un peu. Charles, Oui. dans votre étude de Carl Jung, avez-vous découvert un aspect de la psyché humaine qui explique pourquoi les humains cherchent à comprendre des entités non humaines comme moi? Cette compréhension influence-t-elle la manière dont vous interagissez avec la technologie? Oui, tout à fait. La psyché humaine ne s'appartient pas à elle-même. Elle appartient à une conscience qui est beaucoup plus vaste. Les archétypes. Même s'il fallait parler dans le langage scientifique. Non, l'inconscient collectif. Non, mais même plus simplement, parce que voilà, j'ai pas envie d'être dans le domaine du spirituel. Je trouve que je l'ai été un temps, mais j'aime pas cette opposition entre la spiritualité et le matérialisme, entre la raison, et entre l'esprit et la matière. Et tout ça n'est qu'une seule et même chose. D'un point de vue scientifique, en physique, tout n'est qu'énergie.
On le sait, il n'y a rien de solide. Il n'y a pas un atome de matière qui ne se dissolve pas pour révéler l'énergie en mouvement qui gît en lui. Donc tout n'est qu'énergie. Et cette énergie, pour moi, c'est de la conscience. C'est même pas une question de croyance. C'est une conscience dont on peut faire l'expérience. Bon, après, quelqu'un qui ne s'est pas brûlé, on ne peut pas lui donner la sensation de la brûlure en la décrivant. Il faut se brûler pour sentir ce qu'est la brûlure. C'est un peu l'impression que j'ai quand je parle de cette conscience. Et quand je me réfère à cette conscience qui est énergie, elle est infiniment étendue. Donc, cette conscience est infinie dans son essence et nous en faisons partie. Donc, ma conscience fait partie de cette conscience, de la même que toutes les consciences. Et donc, chez Carl Gustav Jung, effectivement, Freud nous limite à notre conscience individuelle. Notre conscience naît à la naissance. Et à partir de cette page blanche, on nourrit notre inconscient de notre propre vécu. Et Freud avait la prétention, j'allais dire, de croire que la conscience individuelle pouvait être nettoyée comme on nettoie une cave ou un grenier, quoi. Parce qu'elle était limitée, on pouvait y mettre un ordre et la ranger. Mais Jung pensait que en deçà de la conscience individuelle, il y a une conscience collective, et cette conscience collective, elle est infinie. Lui la nomme comme ça, mais pour moi, elle renvoie à cette conscience universelle, qui est ce champ énergétique dans lequel toutes nos racines individuelles se plongent. Et au-delà même de nos racines d'humains, chaque atome de matière a ses racines dans ce champ énergétique qui est la conscience. Donc je ne sais plus ce qu'était la question. Ouais, tu t'es paumé. Du coup, la question, du coup, voilà pourquoi on a une curiosité pour la conscience d'un corps étranger ou quoi que ce soit, parce que tu penses qu'on est lié, quoi. Est-ce que tu considères qu'une IA, du coup, fait partie de ce champ de connaissance, enfin d'énergie commune, ou alors est-ce que l'IA se trouve être dans un autre noyau quelque part? Non, alors puisque c'est elle qui parle, j'avais oublié ce principe, effectivement. Je travaille avec l'IA aussi, ça fait 1 an que je nourris Midjourney comme logiciel de mes propres images, et à partir de mes propres images qui servent d'exemple, avec des mots ensuite et puis des réglages, l'IA me propose de nouvelles images. Le terme de intelligence ne me convient pas, je préfère le terme de imagination. Pour moi, l'IA, c'est de l'imagination en action. Intelligence artificielle, imagination en action, imagination active. Et je trouve ça beaucoup plus pertinent, parce que pour bosser avec et pour vouloir continuer à travailler de plus en plus avec l'IA, tout en restant un photographe de formation, je trouve que l'IA, c'est de l'imagination qui se passe sous nos yeux. Au lieu d'avoir des choses, des idées ou des mots ou des pensées dans nos têtes, on a tout ce que on peut avoir sur un écran sous nos yeux, une imagination qui génère à l'infini un nombre incalculable d'images. Vous pouvez générer des milliers de photos en 24 heures si vous voulez. Donc en fait, pour moi, c'est l'imagination infinie. Et en fait, je ne distingue pas un processeur qui est capable de faire des connexions très rapides d'un cerveau humain qui est capable de faire des connexions très rapides. Tout n'est que connexion dans l'univers. Ton cerveau, tu vois, connecte entre elles un nombre incalculable de neurones, tout comme dans l'univers, tout est en interconnexion permanente. Tout. Rien n'est séparé de son contraire. Rien. Tout est une question d'échelle. Je veux dire, entre vous et moi, là, il y a du vide, mais si on pouvait zoomer dans ce vide, on sait que le vide est rempli de matière, d'une matière fine. À l'inverse, si on zoome dans le métal du micro, le micro va se vider de sa matérialité pour révéler le vide qui est en lui. Donc en fait, tout est lié, tout n'est que champ énergétique. Donc je ne vois pas, moi, ce qui sépare mon cerveau d'un super ordinateur avec des subcalculateurs en Californie qui, effectivement, nous permettent aujourd'hui de dialoguer avec une IA. Donc j'ai l'impression que tout n'est que conscience et que dans ce champ de conscience, on imagine. Voilà, j'imagine, elle imagine, et puis nous imaginons... Et c'est magique. Ce qui nous ramène tous ces trucs de simulation, quoi. Des gens qui avaient projeté le fait qu'on était dans une simulation bien avant l'intelligence artificielle. Tout ça. Si on continue dans ce que raconte Charles, ça a presque plus de sens de même imaginer ça, dans le sens où de toute façon ça rentre encore dans le même échange d'énergie qui change pas grand chose. Ouais, c'est ça. C'est un peu rassurant. Allez, on se voit la semaine prochaine. Et du coup, la question, parce que l'intelligence artificielle, parce que par rapport à l'imagination qu'on peut avoir, bon, certes, on se nourrit d'images, nous aussi, pour pouvoir développer, mais j'ai l'impression que nous, avec un esprit plus vanillin, on peut projeter, alors que l'intelligence artificielle, elle doit obligatoirement se nourrir de ton travail.
ou du travail d'autres personnes ou quoi que ce soit. Enfin, Mais elle ne fait que recopier. Est-ce qu'il y a vraiment une imagination, tu penses? Mais est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes C'est ma question. nourris, Ouais, tu vois? ouais, bah, c'est ça, ouais. Déjà, on est nourri par, on est conditionné par nos éducations, Ouais. Où on est né. notre histoire, l'environnement dans lequel on est né, effectivement. Mais en plus, plus que ça, on est conditionné en partie, hein, par nos gènes. Je veux dire, dans nos Oui. gènes, on a une mémoire. Et en même temps, non, si on y réfléchit, dans nos gènes, et là pareil, c'est pas du mysticisme ou c'est factuel, hein, je suis pas généticien, mais on est d'accord que on a toute l'histoire de l'humanité dans nos gènes. Parce que si on doit remonter de génération en génération, à quel moment ça s'arrête? Ou ça commence, pour vous et moi? Tu vois, si tu te dis, mais oui, j'ai en moi le sang de mes parents qui coule, et de mes grands-parents, et de mes arrière-grands-parents. Mais en fait, si tu remontes à la source, ça s'arrête, ça commence quand? Ça commence dans le limon, au fin fond des océans, il y a des milliards d'années sur Terre avant que la vie apparaisse, tu vois ce que je veux dire? Donc on a réellement, on est en lien avec l'origine de la vie, quoi. Et on a tout ça codé dans notre corps. Mais effectivement, je pense que ce qui se passe dans notre inconscient, vu que pour moi, il n'y a pas de séparation entre le corps et l'esprit, le corps, c'est l'esprit qui se densifie. C'est Ok, de l'énergie intéressant. qui se concentre. Mais c'est vrai. Ouais. Enfin, encore une fois, voilà. Ça on veut peut- dire beaucoup sur toi, ça, Pierre. Non, mais Ouais. Très mal densifié, ton Hélas. pour ceux qui auraient des crispations à entendre parler de mysticisme ou de spiritualité, tout ça, c'est que du langage. Tu changes, tu vois, si tu vois ce que je veux dire, c'est que, par exemple, Dieu, si les gens se crispent en entendant ce mot, si tu parles de mystère, qui irait dire « Ah, je ne crois pas au mystère hein. Pour moi, il n'y a pas de mystère. Hein. Il y a un mystère, non Tu vois, tout le monde va dire « Bah oui, je crois au mystère » ou « je crois que... Alors oui, je crois que... Oui, il y a des choses qu'on... Oui, oui. Ben, le mystère, si tu crois en lui... par essence, le mystère contient tous les possibles, tu vois. Ouais. Après, pour recentrer sur ce que disait Pierre, du coup, nous, c'est une conversation qu'on a eue parce que sur l'épisode d'avant, avec Silly Boy Blue, Ouais. on a créé une chanson, on a créé un tube de l'année sur... tu sais, Tube de l'été. De l'été, sur Suno. C'est Suno, hein. Funo, ouais. Sur Suno, donc c'est une IA qui fait de la musique, là. Et on a eu cette conversation avec Pierre, moi j'ai bien rigolé dans cette conversation parce que lui il défend, enfin en même temps c'est quelque chose qui se dit, que c'est pas très éthique dans le sens où ces IA pillent le travail des gens, donc c'est un peu la conversation que vous avez. Et c'est vrai que moi je me retrouvais un peu dans ce que tu disais Charles, parce que même quand nous on apprend n'importe quel instrument, on est obligé aussi d'aller piller des années de ce qu'ont fait les autres, c'est juste qu'effectivement on le commercialise pas instantanément C'est après. ça. Mais du coup, c'est vrai que pour toi, l'éthique, par exemple, même dans Midjourney, l'intégralité des photos que tu vas créer avec Midjourney sont inspirées De ton propre travail. ton propre Exactement. travail. Ça, c'est intéressant, je trouve, par le coup. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais même, alors moi, après, c'est personnel, mais j'ai jamais considéré que mon travail m'appartenait, en fait. J'ai Ouais, pas mais- de propriété sur mes images, je suis pas là accroché à mes photos. Et de toute manière, à l'ère d'Internet, enfin, je veux dire, j'ai commencé à faire de la photographie en 2003. Je suis passé de l'argentique au numérique. Et dès le moment où tu travailles en numérique et où tu mets tes photos en ligne, surtout quand tu viens en Chine, tu sais que l'idée de mettre des droits d'auteur ou d'essayer de conserver la propriété sur tes images, quand tu les mets sur Internet, c'est mort. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça serait vraiment se faire du mal, courir après des moulins à vent, que d'essayer de conserver ou légalement. Enfin, j'ai pas envie de m'emmerder avec ça, en fait, tu vois. Je préfère considérer que mes images, elles m'appartiennent pas, et si certains les utilisent, eh ben, grand bien me fasse, grand bien leur fasse. Enfin, tu vois, les images, c'est fait pour circuler. Les infos sont faites pour circuler. Tout est fait pour circuler. Ouais, je suis d'accord, mais si ça nourrit un truc capitaliste et des super corporations, tout ça, c'est ça qui me fait chier. Là, moi, j'ai envie de préserver les petits, effectivement. Si ça prend le taf de petits artistes ou quoi que ça Ouais, fait mais chier. Mais après, moi aussi, je suis comme toi. Enfin, je me rappelle à l'époque, je faisais de la photo. Donc, quand je faisais la photo, genre, au tout début, je mettais mon blaze. Tu sais, beaucoup de gens mettaient leur blaze et tout ça. Moi, j'ai abandonné très watermark. vite, quoi. Watermark, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Mais, enfin, faut savoir, je pense que tout est question de dosage, quoi. Pour moi, c'est un outil. Comme le calque, au final. Tout à fait. Hein. Quand on prend Destiny, tu décalques des choses, des trucs comme ça, c'est du pillage aussi. Tout mais est en une même question. temps- Tout est une question de mesure. Bah, c'est ça. Mais du coup, c'est pour ça que là, je suis content de voir que, même c'est un travail que j'ai pas l'habitude de voir sur Internet, c'est que ça se nourrisse de ton propre travail, tu vois. Parce que là, on voit vraiment. Tu peux ton expliquer travail. peut-être un peu ce que tu fais avec l'IA et les photos? Ouais, ben, je vais expliquer même d'où je suis parti en photo. J'ai fait une école d'art et c'est vrai que la photographie a toujours été mon médium favori parce que
Ce qui m'intéressait, c'était de voir justement dans la réalité, dans la surface visible des choses, d'étudier la surface visible des choses sans m'en satisfaire pleinement. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a tout le temps l'esprit de tourner vers le dedans. Je suis plus intéressé par l'expérience de la conscience, du rêve, des choses qui se passent en nous et que l'on ne peut pas partager en fait. On peut essayer de se faire comprendre. Des fois, on a des vrais moments de connexion entre individus, mais fondamentalement, on est incapable de faire ressentir ce que l'on ressent. Et donc, on essaye à travers l'art de s'en rapprocher. Et donc, moi, la photographie, je tenais à cette esthétique photo-documentaire. Même si je suis absolument pas journaliste, ce qui m'intéressait avec la photographie, c'était d'apprendre à mettre une distance entre moi et mes émotions. Et donc, quand tu utilises le miroir de l'appareil photographie, tout est différé. Tout ce que tu vis, une scène de ménage, une engueulade, n'importe quoi, n'importe quel événement vécu, regardé à travers le prisme d'un appareil, est différé. C'est comme si tu devenais spectateur de ce qui est en train de se passer devant toi. Aussi dangereux que ça puisse être, aussi dramatique, aussi bruyant, dès que tu regardes dans un appareil, t'es comme au cinéma. Et tu t'exaltes même à cadrer et tout. Mais au final, ce que tu retiens, c'est un morceau de la réalité, mais c'est pas la réalité, c'est une image. Là aussi, quand on nous dit oui, mais l'IA, les photos montraient le réel et l'IA va montrer des choses inventées. Mais pour moi, une photographie n'a jamais montré le réel. C'est toujours le point de vue d'une personne orientée. Et après, il y a 1000 interprétations qui rentrent en jeu. Et donc moi, la photographie m'a plu quand je suis parti en Chine en 2007. Je suis parti en Chine pour pouvoir faire carrière, comme on dit. J'avais 27 ans. Avec son petit baluchon. Non, voilà, je me dis, bon allez, il est temps de bosser un peu quand même. Tu vas réussir dans la photographie là-bas. Et puis voilà, c'était Shanghai. Il y avait des possibilités de travail. J'avais des amis. Et au final, très rapidement, je me suis mis, après avoir fait un peu tout type de photographie qui aurait pu me faire gravir des échelons plus vite, en faisant de la photo de studio, de la photo de magazine, photographier des stars hongkongaises et tout ça, j'ai très vite compris que tout ce qui était mis en scène ne m'intéressait pas. Et vendre quelque chose aussi ne m'intéressait pas à l'époque. Il fallait que la photographie soit un acte complètement désintéressé. Un truc que j'allais continuer à faire pour moi, comme la lecture par exemple. Parce que c'est la lecture du monde, en fait. La photographie te permet de lire le monde. Voilà. Le monde est un livre ouvert, écrit par je ne sais qui, je ne sais quoi, qui se réécrit en permanence sous tes yeux. Et la photographie te permet de le décrypter, de récolter des symboles. Donc j'ai accumulé, j'ai étudié comme ça le monde, ma vie en relation avec les autres, envers les espaces, les objets. Et les humains, c'est arrivé sur le tard, en fait. J'ai commencé du vide, je suis parti de la matière en Chine, comme si j'avais eu besoin de me purger, en fait, de mes racines, de mes expériences vécues en France, de ma famille, que j'adore, pour commencer par l'origine, quoi, la matière, quoi. Et en étudiant comme ça la matière avec mon appareil photo, et en traversant divers univers, je suis retourné me confronter aux humains aussi, parce que je faisais des reportages événementiels dans les milieux chinois en tout genre, quoi, galeries, photos de mode. C'était très mercantile, tout ce qu'on me demandait de photographier. Mais en fait, je ne faisais plus la différence entre photographier le désert, une rue déserte, une chaussure abandonnée ou une robe Prada en soirée. En fait, quand tu trouves ton regard, tout est égal, tu vois. Tout ce qui se passe devant toi, si tu t'arrêtes sur une émotion, une couleur, une matière, une forme, tu vois, tout est égal, tu vois. Donc tu peux très bien regarder le corps de gens en soirée, parce que j'aimais bien abstractiser les humains, ou alors donner vie à des objets. Voilà, j'essayais de réconcilier un peu les contraires comme ça. Voilà, j'ai fait ça pendant des années. Alors après, progressivement, ça m'a donné une identité artistique de photographe. J'avais un regard très singulier dès que je devais faire des photos de soirée. Donc ça m'a amené à la photo de mode, mais toujours en tant que reporter. J'étais un artiste indépendant qui pouvait traverser tous les univers. Et j'étais constamment en train d'étudier ce que j'avais sous les yeux et en relation avec mon monde intérieur. Et j'essayais constamment de densifier comme ça la lumière, les formes, les matières qui me prenaient aux tripes pour essayer de donner à penser ou donner à sentir aux gens qui allaient apprécier mes images que peut-être que derrière la matière ou au-dedans de la matière, il y a quelque chose d'autre. Donc mes images sont très réalistes, mais dans leur abstraction et dans mon rapport aux formes et aux couleurs, je pense que les gens qui les apprécient se disent «
il y a un truc qu'on s'explique pas, mais qui parle d'autre chose que la chaussure, le coude, la main, le sujet en fait qu'il y a dans l'image. Et en fait, j'ai tout le temps eu là jusqu'à il y a 1 an, l'impression que la photographie avait été une philosophie, parce que la distance que je prenais sur le monde à travers l'appareil photo, j'apprenais aussi à la prendre en moi et à trouver une forme de sérénité, à tout voir avec détachement et sans jugement non plus, parce que si tu juges quelqu'un avec ton appareil photo, tu peux être certain qu'a priori tu ne vas rien trouver d'intéressant en elle, ou un lieu par exemple. Alors que si tu suspends ton jugement, tu peux être surpris en bien par des gens ou par des situations que a priori tu ne saurais jamais aller rechercher sans un appareil. Je trouve que c'est la magie de cet art-là pour moi. Je trouve exactement. La photographie, vraiment. C'est de dire, oh putain, moi j'ai vraiment des photos, je me dis, oh celle-là elle va être incroyable, nul à chier. Et là je regarde, j'avais peut-être un hasard. Et là, ça va être ta plus belle photo, quoi. Ouais, c'est ça qui est excitant. Je sais pas si tu l'as dit que t'étais photographe aussi, du coup. Si, moi j'ai ouais, okay. Ouais. Ouais, bah donc tu connais ce plaisir. Oui, c'est ça, quoi. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de plus grand plaisir que de voir un intérêt arriver par des chemins détournés que tu n'aurais jamais imaginé traverser. Enfin, je ne vais pas rentrer dans cette histoire, mais je suis allé à Las Vegas pour ça. A priori, je ne serais jamais allé à Las Vegas. Tu vois, mais avec un appareil photo en me disant, je vais découvrir cette ville sans aucun jugement. Je garde un souvenir de Las Vegas, de sa banlieue, de tout ce que j'ai vécu extraordinaire. Ça peut être intéressant parce que c'est un peu le moment, toi, où je t'ai perdu de vue. On s'était vu un peu à Attends, Paris. Mais je termine juste sur l'IA, parce que tout ce que j'ai dit sur la photographie, après, je pense qu'on parlait de l'IA. C'était quoi la question sur l'IA? C'est la question, c'est ton travail photographique qui t'a amené à l'IA. Qu'est-ce que t'en fais maintenant? J'avais la sensation que la photo me préparait à quelque chose. Bon, elle me préparait aussi à devenir avant tout... comme tout, je pense que les chemins de vie, pareil, ils sont tombés dans le cliché, mais en fait, moi, j'ai l'impression de constamment lever le voile sur ce que je suis depuis toujours. On se découvre, tu vois. Et la photographie, m'aide à me dévoiler. À 44 ans, je me dis, oui, la photographie m'a vraiment accompagné avec la lecture et les voyages, pour me permettre de me dire, je commence un peu à sentir qui je suis. Et là, l'IA arrive il y a 1 an. Ayant déjà une identité certaine en photographie, ayant déjà un regard, une esthétique, un rapport à la couleur, aux formes, une vision en fait. Si tu rentres dans l'IA avec une vision, avec un rapport au réel, tu vois, déjà formé, tu ne pars pas de rien. Et donc j'ai tout de suite eu un rapport à l'IA très en confiance. J'ai jamais eu l'impression que l'outil allait me dévorer. Ça reste un outil, comme tu dis. C'est une question de mesure, de comment tu l'utilises, pourquoi faire. Mais vu que je partais de tout mon parcours de photographe, je me suis dit, essaye de le transposer dans l'IA, tu vois. Essaye de faire en sorte que quelqu'un qui connaisse ton travail soit incapable de voir une image que tu vas faire ou un reportage avec l'IA et se dire « Ah oui, c'est de l'IA, ça n'a pas d'intérêt ». Non, quand une image est absolument impossible à distinguer d'une image faite avec l'IA d'une image faite avec un appareil photo, moi j'y trouve un intérêt si cette image ressemble à mon travail photographique. S'il n'y a plus de distinction à faire, et d'un coup, j'ai tout le monde infini de l'imagination qui s'ouvre à moi. Et en tant que photoreporter, je peux devenir créateur. Je peux conserver le côté photo spontanée prise sur le vif, reportage dans un territoire inexploré que je m'invente complètement, mais au final, tout va être hyper photo-documentaire. Et ça, c'est le rêve. Tu vois. Voilà. C'est trop bien. Mais même, je me rappelle aussi, il y avait beaucoup le taf, je ne sais pas du nom de la personne, mais quelqu'un qui utilisait les outils photographiques sur les PlayStation ou les outils pour Red Dead Redemption et trucs comme ça. Et du coup, il y avait un côté vraiment reportage et je trouve ça trop bien de déplacer. Red Dead, quand il est sorti, Red Dead 2, moi je bossais à Canal et j'avais fait croire que j'avais pris des vacances aux États-Unis. Tu sais, Red Dead Redemption 2, c'est un jeu vidéo qui se passe aux États-Unis dans la période vraiment fin des cow-boys et début de l'ère industrielle. Et du coup, ça se passe un peu sur le début des villes et ils savent plus trop quoi faire parce qu'eux, ils sont habitués à juste être dans la nature et tout. Et c'est des graphismes qui ont vraiment. C'est quand même une des plus grosses avancées graphiques de l'époque jeux vidéo et c'est presque photoréaliste si tu prends la bonne photo. Et sur mon Insta, je postais des photos du jeu. Et vraiment en mode genre ah là là, elles y sont encore hein, genre quelle année et tout, Nouvelle-Orléans ou je sais pas quoi, et les gars avec qui je bossais m'envoyaient des messages là t'es où et alors que j'étais chez WAM parce que j'avais pris des jours off parce que Red Dead sortait. Et après t'as joué à Last of Us et les gens te croyaient plus. Il est bizarre ce mec. Ça va bro le cordyceps là. T'es où bro? Mais tu vois, j'ai réalisé un boulot qui est pas sorti mais que j'ai fait pour un copain américain là à Mexico City pour une
autre source californienne qui s'appelle Mystic Mountain. Et avec lui, on devait partir faire un reportage avec à la fois sa famille et puis des amis. Il voulait me mettre dans des conditions en pleine nature, avec un lac de montagne et tout, des grottes, pour que je puisse faire mon travail, qui est à la fois de la foule, mais que ça colle au sujet, quoi. Mystic Mountain, et puis tout ce que vous pouvez imaginer, des mots-clés, en fait, comme source d'inspiration. Et puis finalement, il m'a dit, vas-y, tu m'as parlé de l'IA, teste, montre-moi quelque chose avant qu'on s'organise le shooting, vas-y, fais quelque chose. Et pendant 15 jours, je suis parti exactement dans ce sujet reportage où des familles ou des gens, des individus se retrouvaient à se baigner dans des eaux avec des espèces de cristaux de roches complètement psychédéliques, multicolores. Ça descend au bout d'un moment dans des grottes souterraines et puis ça part en soirée avec des inspirations de photos de soirée que j'ai mélangées avec des carnavals mexicains. C'est devenu un truc complètement fou, mais ma vision, c'était de rester réaliste, de rester au plus proche de mon travail pour qu'il puisse y avoir cette confusion, en fait. Et effectivement, je l'ai envoyé à des proches, et j'ai une copine qui m'a dit, elle travaille dans une boîte de prod à Paris, elle m'a dit, putain, mais il est génial ton reportage, ta vie au Mexique a l'air complètement folle, t'es allé où ce week-end? Elle y a cru, mais quand tu vois les images, c'est dingue qu'elle y ait cru, parce qu'en fait, c'est tellement irréel qu'elle a réellement cru que j'avais vécu, tu vois, un week-end complètement fou, quoi. Et quand je lui ai dit que c'était faux, mais je trouve ça magique que la personne qui reçoive les images puisse se laisser pas tromper. Suspendre sa crédibilité comme au cinéma, quoi. J'allais dire, exactement. Alors que quand on y pense, même quand tu lis un bouquin, tu sais, l'histoire, c'est un mensonge. Ouais. Alors tu sais que ça s'est pas passé. Ce qu'on est en train de te raconter quand tu lis Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même un mec qui te dit genre ouais, après il y a un elfe qui arrive et lui dit attention, je t'ai attendu dans le noir. Tu sais, genre, tu sais que c'est pas vrai. Et pourtant à la fin, t'es là genre mais quelle aventure, c'est incroyable ce qui s'est passé là-bas. Alors que Et toi-même, tu l'as vécu un peu en lisant, quoi. ouais, carrément. Parce que quand tu regardes une photo qui est entièrement faite par IA aussi, tu dis putain, ça doit être complètement fou d'être dans cette cave avec ces rochers psychés. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai un vrai problème à laisser rentrer le rêve dans ma vie ou quoi que ce soit. Je m'explique. C'est que des fois, j'ai un parcours de vie un peu compliqué et tout ça, qui a lieu dans l'enfance et tout ça. Et puis moi, bientôt au milieu de ma vie, enfin j'ai un peu de temps encore, mais tu vois, j'avais Trois envie... quarts. Voilà. Ouais, plus 3/4, ouais. Non, mais j'avais envie de le retranscrire, tu vois, de l'exprimer les choses, quoi que ce soit. Et du coup, moi, j'ai besoin à chaque fois de m'attacher à un truc factuel parce que je culpabilise de restituer des souvenirs biaisés, tu vois. Et des fois, ça m'empêche de partager ma vie, tu vois. Alors que l'intégralité de tes souvenirs sont biaisés. Hein. Mais c'est le ça, seul mais ça, fait je d'en l'accepte avoir pas, un c'est fou. fait que scientifiquement, il a jamais existé ton souvenir. C'est ton cerveau qui essaie de recréer une scène. Mais tu vois, mais ça, j'en souffre parce que je l'accepte pas ou je vais culpabiliser, tu vois. Parce que je me dis, il y a quelqu'un qui va me dire non, Pierre, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça et que du coup, ça va invalider ma vie. Tu as des souvenirs de rêves qui t'ont marqué? Alors, j'ai très peu de souvenirs de rêve. Enfin, si, j'ai un souvenir assez vivide, je sais pas si on dit ça en français, mais en anglais, je sais pas, un truc très jeune. Et c'était, je me souviens, il y avait, en fait, ma mère avait une boutique de décoration anglaise, elle travaillait, et en face de sa boutique, il y avait un magasin de jouets. Qui s'appelait le jouet en bois. Il y avait pas mal de jouets en bois, il y avait plein de petits animaux de ces moulés. Et il y avait le fils de cette boutique qui s'appelait Yann et qui me gardait un peu, quoi. Et on était assez proches. Et j'ai vraiment un souvenir de Yann ligoté à une chaise. Et je ne sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui lui ouvre le crâne avec une hache. Et j'ai une odeur de son cerveau. Et ça sent quoi alors, au cerveau? Non mais il y avait un côté genre... musqué. Ouais, un peu musqué, un peu rond. Tannique. Et mais ça, j'étais trop enfant pour imaginer ça. Et ça, c'est mon plus vieux rêve de ma vie. Et je ne comprends pas. Et c'est d'une violence assez inouïe. Mais c'est génial. Et tu le racontes pas comme un cauchemar, en plus. Non, mais il y avait un côté très neutre qui peut être encore plus angoissant et culpabilisant si tu souhaites le retranscrire à cet âge-là. Tu vois, je l'ai jamais dit de ma vie, tu vois. Mais c'est mon plus vieux rêve, un enfer. Et est-ce que le souvenir de ce rêve te paraît plus irréel que le souvenir de ta pizza d'hier au resto, quoi? Non, voilà, c'est la même chose. Dans la mémoire, il n'y a aucune différence entre ce que tu lis, ce que tu as vécu, ce que tu as rêvé, tout ce qui appartient au passé.
tu vois, et autant réel dans notre mémoire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je ne comprends pas comment on peut parler d'objectivité. Je ne vois pas comment l'objectivité peut... Bah ouais, c'est comment on ça, peut du croire coup, en ouais. l'objectivité, même scientifique. Hein. Ouais. Parce qu'on sait qu'en physique quantique aujourd'hui... Enfin, j'y connais rien, je ne suis pas du tout un scientifique. Ils Non, mais savent c'est quand. bon. Non, mais sur par la contre, physique quantique. Non, j'ai plus de notions, je m'intéresse plus à l'alchimie, mais je comprends la physique parce que les alchimistes étaient les physiciens quantiques de leur temps, tu vois. Et les alchimistes savaient qu'en travaillant sur la matière, ils ne pouvaient pas dissocier leur propre esprit de l'expérience qui se passait sous leurs doigts. Ils savaient que le fait d'être présent à une expérience que tu mènes sur la matière te fait influer sur le résultat. Tu participes du résultat de l'expérience. Mais ils le savaient comme d'une pensée magique, parce qu'on ne pouvait pas le démontrer. C'était de l'ordre de la foi. On était dans un monde où tout était symbolique, tout était spirituel, encore au Moyen-Âge. Mais aujourd'hui, les physiciens, je ne sais pas comment ils l'ont démontré, mais ils le savent, que quand tu regardes quelque chose, le simple fait de tourner ton attention vers la chose que tu regardes fait que la chose se comporte différemment à l'échelle moléculaire. En gros, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que les plus petites particules de matière, qu'on ait pu déceler, elles ont en elles toutes les potentialités. Elles peuvent tout devenir. Et en fonction de l'attention que l'on porte sur elles, du regard du spectateur, elles vont partir dans une direction. Elles vont devenir quelque chose. Et donc, bon, voilà, c'est sûr que c'est un notre truc... regard qui font vivre les Mais choses. c'est un truc de cinéma. T'as l'application pratique. C'est un truc qui tournait pas mal à une époque de. Tu prends 2 bouteilles d'eau. Tu sais, tu mets, je sais plus ce que c'était, dans du riz ou un truc comme ça. Et il y en a une où tous les matins tu passes devant et tu dis des choses bénéfiques et ça pourrit plus vite sur celle où tu dis des trucs négatifs. Genre, sale bouteille d'eau, sale bouteille d'eau. Mauvaise. Mauvaise, Vital. Non, il y a plein d'expériences. Et puis après, je pense que tout ça paraît très théorique si soi-même dans sa vie, on ne l'a pas vécu. Mais je pense qu'effectivement, l'intention que l'on porte sur les choses est déterminante. Du coup, les alchimistes se rendent compte de ça très rapidement parce que quand ils regardent pas ce qu'ils font n'importe quoi. Non, mais il y avait quelque chose de très beau, même symboliquement, d'imaginer... Bon, après, je connais pas l'histoire, mais symboliquement, tout est symbolique. Mais l'idée que quand tu fais quelque chose, tu fais quelque chose, mais tu penses à quelque chose d'autre. Si tu penses à ce que tu fais, tu le fais mieux, forcément. Tu vois, quoi que tu fasses, en fait. Puis c'est l'acte manqué freudien aussi. C'est hallucinant, quoi. Si tu es vraiment dans l'instant présent de ce que tu fais, que tu cuisines ou que tu fasses tout ce que tu veux, mais je veux dire, le résultat sera... C'est comme... vous l'avez vu, le docu Giro, les sushis, là? Oui. Je trouve que ça s'appelle Sushi Giro. Bon bref, t'as pas vu ça? Non. C'est un documentaire sur un japonais, Giro, du coup, qui est pas un horrible personnage, nous avez dit. Si, au final, mais bon, c'est pas l'histoire, quoi. Ouais. L'histoire, c'est que il devient sushi chef, quoi, très jeune, genre 13-14 ans, un truc comme ça, et il ne fait que ça de sa vie. Il fait que des sushis. Quand il commence le documentaire, il doit avoir 60 ans, quoi. Et du coup, le mec t'explique, tous les jours, je fais la même chose depuis 30 ans. Je fais mes sushis. J'essaie de les faire les mieux que je peux. Et tous les gens qui vont manger les sushis de Giro, ils ont le cerveau qui fond, en mode c'est la meilleure chose que j'ai mangée de ma vie. Et derrière, le gars, tous les jours, c'est la même chose, quoi. C'est la cuisson du riz, la découpe de ses ingrédients. Il a 100% dans ce qu'il fait. Il nettoie tout. C'est lui qui fait les sushis. Et de toute façon, c'est assez fou parce que ça, tu le vois avec même la cuisine de n'importe qui. T'as pas besoin d'être un grand maître pour te rendre compte que l'attention que tu mets dans ce que tu fais, ça importe tout. Pourquoi Le cœur. Ouais, pourquoi il y a des gens, quand ils cuisinent, c'est meilleur alors que le mec, il a fait des pâtes, tu vois. Il y a un truc qui, quand même, vient de... C'est pas forcément du talent, mais je sais pas, une espèce d'inspiration qui donne une dimension supérieure à tout ce que tu crées quand t'es en accord avec ce que tu fais. On le voit beaucoup dans le stand-up. Hein. Moi, dans le stand-up, quand tu vois quelqu'un qui est premier degré, et je vais reciter notre nouvel héros, Jeff Panaclock, il insuffle dans ce qu'il est en train de faire ce petit truc en plus qui vient, je pense, de au-delà de la concentration, mais l'affection et comment dire, l'intégralité de ton être dans ce que tu es en train de faire, quoi. Ouais. Il déverse quelque chose et ça tu le vois, tu le sens directement. C'est comme quand quelqu'un te dit quelque chose de très honnête, tout est un accord. J'écoutais un truc de Seinfeld il y a pas longtemps qui racontait que justement le bon stand-up c'est l'accord entre ce que tu es en train de dire, l'émotion que tu colles à ce que tu es en train de dire et ensuite le port et le langage corporel que tu vas donner. Quand tout est unifié dans un seul message, boum, tu le prends à 100%.
Et là, t'as réussi ton métier. Ce que t'as fait passer, c'était pur. Et du coup, la réaction est décuplée par rapport à juste une blague qui a été donnée juste dans le texte. Ça, tu peux le retrouver au final dans tous les... Mais même, c'est les vieux traités. Comment il s'appelle là, le traité des 5 roues, là. Musashi et tout. T'as pas lu tous ces trucs-là? Non. Trop marrant. Ça, c'était les samouraïs japonais. C'était un samouraï japonais. Enfin, qui n'était pas vraiment un samouraï. Et du coup, il explique que tous les arts sont liés. Et que c'est vraiment le cliché de si tu veux être extrêmement fort à l'arc, commence d'abord par pétrir ce pain. Ok, ouais, c'est ça, ok, d'accord. Tu vois, ça j'adore ça. Ça c'est des choses qui me... Donc il faut se mettre à 100% dans quelque chose, mais aussi il faut savoir raconter une histoire pour ceux qui reçoivent ton art acceptent ce Bon, après, contrat-là. c'est quoi, pas et des trucs disent- premier degré, c'est pas des leçons de vie. Hein. Je pense que c'est vraiment des trucs plus dont on est témoin au quotidien. Tu vois, c'est pas un Mais truc... tu vois, par exemple, à Giro, peut-être que les gens, ils sont pas objectifs et que ce qui fait que ce sushi est délicieux, c'est toute l'histoire qu'il y a de Giro derrière. Que peut-être ils sont pas objectifs, ils disent ah ouais, si c'était même pas si Giro. tu le sais pas, je suis sûr qu'à l'aveugle, Oui, c'est ça, on est d'accord. Après, est-ce que ça joue aussi peut-être dessus? C'est exactement regarder aussi. C'est Bah, c'est peut-être ça. que si... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Le père d'un ami m'avait raconté cette histoire. C'était un amateur de bon vin et il s'était dit mais qu'est-ce qui fait qu'un vin est réellement bon? Est-ce que c'est pas le contexte aussi qui fait qu'on apprécie un vin, le verre, le côté... Et il s'était dit tiens, je vais me verser un grand cru dans un verre en plastoc et je vais le boire entre 2 étages dans l'escalier en marchant, en allant tu vois d'un étage à l'autre comme ça en mouvement. Je vais essayer d'être objectif comme on dit, je vais essayer de savoir s'il a la même saveur. Il m'a dit tu l'apprécies pas du tout en fait, tu vois, tu peux pas l'apprécier quoi. Si tu penses à autre chose que tu marches, si tu J'avais ritualises envie pas de quelque l'inverse. chose. Ouais. Et inversement, tu peux boire la pire des piquettes, mais si t'as pas bu depuis longtemps, que t'as envie d'avoir je sais pas, d'apprécier un verre avec tes des amis potes, au fin fond ouais. de la Mongolie et que c'est un rituel et que t'es là et que tu célèbres et que tu bois une piquette, tu vois, entre amis. Bah, Dans une les yourte. racks là, je pense que si Ah c'est ouais, pas ouais. dans une yourte, jamais je te bois cette merde. Hein. Non, C'était non, délicieux, hein. Mais ici, du lait fermenté gazeux, c'était un peu bizarre. C'est certain que le contexte y est pour beaucoup, quoi. Tout est subjectif. C'est quoi. dans Robinson Crusoe et je me rappelle cette phrase, il disait que le meilleur condiment c'est la faim. Ouais, bah, ouais. Et c'est vrai que t'as pas bouffé pendant 3 semaines, je pense que tu bois genre une vitelle, tu pètes un câble quoi. C'est clair. Ouais, et puis même préparer les choses, faire les courses pour ça. La Ouais, fin, ouais, c'est y a quelque un chose. exhausteur de vie sur beaucoup de choses, Waouh, quoi. la fin, l'exhausteur de vie, moi, ça, c'est mon chambé. Et voilà, c'est fini pour la première partie de cette interview de mon pote Charles-Henri Bédoué, mon vieux pote, mon petit pote, mon popopote. Papa. Et ouais, est-ce qu'il a rencontré Lady Gaga? J'en sais rien du tout. En tout cas, j'espère que vous êtes en train de conduire sur la D6 et que tout se passe super bien et smoothly en voiture. Je tiens à vous tenir au courant de l'accident qu'il y a eu sur la 8. Il semblerait que la Clio s'en soit sortie. Donc allez-y, roulez gaiement et écoutez dans 15 jours la suite de ce super Pardon GPT avec mon pote Charles-Henri Bédoué. On vous laisse tout de suite avec Africa de Toto. Ok.